Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Le 5 mars 2016, à Bruxelles, a eu lieu la sortie officielle du réseau des médias congolais. C'est un nouveau venu auquel il faudra s'habituer. Une semaine après, les initiateurs de ce réseau se retrouvent aujourd'hui pour une émission revue de la presse. Et il en sera ainsi chaque semaine. On passera en revue l'actualité au Congo et dans le monde pour certains éléments qui ont un impact sur notre pays. Et nous avons retenu plusieurs sujets à ce propos et chacun de nous, nous allons essayer de voir ce qu'il y a comme sujet retenu. Merci, Cheikh Vita. Nous reprenons Abraham Bakabonga pour le compte de Code 243, mais travaillons dans ce réseau des médias congolais. Nous avons retenu le retour de messieurs Floribert Anzoulouni et Paul Sapou de New York. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont tous deux responsables du Front citoyen et ils ont été en mission pendant près d'une semaine auprès des Nations Unies pour acquérir et obtenir des sanctions contre le gouvernement congolais. Je crois que madame, vous qui avez été avec moi au cours de cette émission, monsieur Paul Sapou a eu à faire une petite description des personnalités qui pourraient être arrêtées. Laquelle avez-vous retenu? Par rapport aux sanctions, les personnes qui vont être sanctionnées, les gens du gouvernement, par rapport aux sanctions, donc les gens du gouvernement, ils n'auront plus de visa. Et puis les comptes en banque vont être gelés, donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à ça. Voilà, donc nous les avions reçus pour le compte Code 243, voilà ce que je peux retenir, en invitant nos chers auditeurs et téléspectateurs d'aller sur le mur du réseau pour pouvoir voir l'intégralité de cette émission. En tout cas, moi je tiens à féliciter les différents fronts qui se sont mis en place actuellement et qui, chacun de son côté, sont en train d'asphyxier, si je peux dire comme ça, le régime de M. Kabila. Il était temps que nous puissions anticiper et ne plus être victimes de différentes manières qu'ils ont. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment content de voir par exemple que au Parlement européen, Mme Arena a fait une proposition de loi pour qu'il puisse y avoir des sanctions aussi par rapport aux membres du régime Kabila. Il est temps que ce régime puisse comprendre qu'ils ne peuvent plus continuer impunément à se jouer ou à marcher sur la Constitution et de mettre la vie de plusieurs Congolais en danger. Il est temps qu'ils comprennent le cri des Congolais qui veulent l'alternance aujourd'hui. Donc moi je pense que j'encourage chacune de ces initiatives qui sont prises. Pasteur Bobo pour MPB-TV, je crois 2016, on a vu beaucoup des fonds, beaucoup de groupes, mais le Front citoyen 2016, c'est parmi les principaux. Donc leur voyage à New York, ça a été une très bonne chose parce que les gens entendaient, ils ont fait une sortie spectaculaire, mais on entendait, ils étaient à New York, trouver les décideurs et puis demander des sanctions. Et après, on a vu, ça commence à bouger au niveau de l'Europe, Marie Arena qui en parle aussi. Je crois que c'est une bonne chose pour nous. Exact, je pourrais même enchérir, si tu permets, sur le même sujet. Même la réaction du gouvernement avec Lambert Mende qui, nous savons, dit une chose vraie ou fausse le lendemain, sa dernière déclaration le jeudi, on a l'impression qu'il a eu à subir le contre-choc et que le gouvernement congolais réagissait et à l'initiative du Front citoyen, tout comme également à celle du Parlement. Donc c'est ce que je peux dire, vraiment bravo pour ce travail et continuons. Et il faut ajouter aussi le fait que les amis du gouvernement sont conscients de la force de l'ONU dans la marche du monde. Et Paul Sapou, Anzoulouni, ils sont entrés dans tous les bureaux, ils ont vu les membres du Conseil de sécurité un à un, et nous pensons effectivement que si le gouvernement en place ne tient pas compte de la force de l'ONU, je pense que ce sera pas du gâteau pour eux. Effectivement. Mais je voudrais encore mettre une emphase parce que on ne se rend peut-être pas compte, et je crois que Jeannot l'a si bien dit, lorsque nous prenons les actions en amont, nous savons que la décision de l'ONU est prévue pour le 23 mars, nous espérons que ce jour-là,
ces fameuses sanctions dont M. Paul Sapou a martelé au cours de l'émission, je crois avec vous, mon cher confrère, vous qui avez été accueilli à l'aéroport, tout comme celle de Code 243, il a eu à marteler avec assurance et il a dépeint, donnant plus ou moins le profil de ces personnalités. Donc je crois que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent s'attendre d'ici la fin du mois à une certaine liste claire avec des noms précis. Je rappelle à ceux qui suivent l'actualité congolaise que déjà quelqu'un comme le général Kanyama avait été cité il y a une année ou deux concernant les actions qu'il y avait eu dans la ville de Kinshasa. Donc j'ose croire que cette fois-ci, le Front citoyen va obtenir ce que tous les Congolais espèrent, c'est-à-dire des sanctions, des condamnations, et ce qu'on a vécu, je crois, à l'époque de la Deuxième République, si certains doivent se rappeler. Mais moi, ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'il faut surtout encourager ceux qui vont prendre ces sanctions. Ceux qui vont prendre ces sanctions, c'est eux qui ont le pouvoir d'agir sur le régime. Et selon moi, c'est ces députés européens, c'est tous ces gens qui composent la communauté internationale. Et c'est surtout ces personnes-là que nous devons sensibiliser. Parce que si nous les mettons à l'écart et nous mettons plus en avant autre chose, je pense qu'il est temps, en tout cas aujourd'hui, d'être reconnaissant envers ces gens en disant que, voilà, hier vous avez soutenu ces gens-là, parce que Mme Marie Arena n'est pas n'importe qui non plus. C'est l'une des personnes qui était observatrice en 2011, qui a soutenu Mordicus, M. Kabila, et qui aujourd'hui reconnaît que la personne qu'elle a soutenue à un moment a tué des manifestants, ne respecte pas les droits de l'homme, fait des privations de liberté sur les opposants. Eh ben, voilà, là c'est vraiment une avancée. Ça veut dire que nous sommes dans une conscientisation qui a pris du temps, parce que nous l'avons commencé depuis plus de 5 ans, et aujourd'hui, ces gens-là commencent à comprendre. Et je crois, là, c'est là où se trouve la solution, si nous voulons des sanctions contre le régime Kabila. Si nous voulons que M. Kabila ait peur, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut commencer à aller voir et à sensibiliser, et presque quémander qu'ils changent d'avis. Donc nous sommes dans le bon, nous sommes dans le bon. Et surtout que nous sommes à 8 mois des élections, il n'y a encore rien qui est encore fait. Donc ça signifie que lorsqu'on est élu, on prépare les élections futures. Et aujourd'hui, il n'y a encore rien qui est encore fait, alors que le timing arrive à son terme. Sans vouloir monopoliser la parole, je rebondis sur ce que vous avez dit qui est très important. C'est qu'il y a 2 jours, j'ai suivi, c'était une interview de M. Kabila. C'était même pas une interview, c'est quand il était au Katanga, il parlait. Et si vous regardez bien, il disait déjà ses intentions. C'est qu'il avait dit ceci. Il n'y aura rien en 2016. Et puis il a dit ceci. Vous devez savoir aussi que tant qu'on n'a pas élu un président, on va rester en place. Et il a dit dans les mots suivants, en disant que si vous regardez bien, nous sommes dans un glissement depuis 2006 ou 2011, en disant que les députés qui sont là, ils sont toujours là alors qu'ils ne devraient plus être là. Donc c'était une manière pour lui de dire, comme les autres ont glissé, moi aussi je vais glisser, ça sera normal. Donc il faut être vigilant avec ce jeu de M. Kabila. Parce que M. Kabila est conscient. Nous sommes conscients que M. Kabila fait exprès de faire traîner les choses, de ne pas organiser, de ne pas mettre les moyens pour nous mettre devant le fait accompli et dire... C'est pourquoi les Américains ou les Européens devront faire plus, parce que les sanctions seules ne suffisent pas, il faut aller au-delà. Parce qu'on connaît bien les présidents africains, les dictateurs, leur refuser des visas, c'est du déjà vu, geler leurs biens. Bon, j'aimerais bien que l'Occident puisse faire plus comme ils ont fait avec, par exemple, Gbagbo, bien que les méthodes... Ils doivent faire plus pour contraindre Kabila et les autres à quitter le pouvoir. Mais moi, je rappelle, là, pour ceux qui nous suivent, le 24, je crois qu'au mois de juillet 2014, il y a une loi que le président Obama a fait passer avant que l'Union européenne réagisse. Il y a une loi qu'il a fait passer après la visite de Mme McCain et surtout l'épouse du vice-président Biden
à Goma, il y a une loi qui est passée pour contraindre et instruire en justice toutes les personnes qui seraient citées dans des actions. Donc je crois qu'il y a assez de matériel, et Pasteur Bobo, là où je ne suis pas un peu d'accord, c'est de dire qu'on ne doit pas s'attendre à ce que la communauté internationale fasse tout. Il y a une part qui est la nôtre. Si demain, imaginez qu'on arrête et qu'on cite les généraux ou les responsables de la sécurité, qu'il y ait un jugement ou un procès contre eux, ça voudrait dire que prochainement, s'il y a une manifestation, le peuple pourra sortir dans la rue sans qu'on tire à boulet. Je crois que toutes ces mesures-là aident à ce que nous puissions nous acquérir et arracher ce processus. Eux font leur part, faisons la nôtre, c'est un peu l'avis de Code 220. Très bien. Et gérer les avoirs ne sont pas à négliger. Ça, il faut savoir que quand vous ne pouvez plus quitter le pays dans lequel vous êtes bloqué dans ce même pays, vous n'êtes plus reconnu internationalement parlant, moi je crois que c'est un coup fatal quelque part hein, pour un régime, parce que quelque part quand vous n'allez plus dans les sommets internationaux, à quoi bon alors exercer Mais il y a des cas, si on voit par exemple Mobutu a quitté parce qu'il a eu l'AFDEL. Si on prend Mugabe est toujours président malgré les sanctions. En Irak, il y a eu la guerre avec Bush. Aux Congolais de faire maintenant leur part. C'est-à-dire que, vous savez, moi je rigole hein, souvent, et je vais ouvrir une petite brèche, quand je vois souvent dans les médias certains être là, ah les G7 ils sont en train de faire ceci, nous on est contre, balongwa kuna, tokondima bangote, ah katumbi asali boy, ah longwa kende kuna. Kamere, ah, akende kuna, oh, IDPS, balongwa, MLC, balongwa. Mais, bino, batunyo so bozo boya, mais bino bo salanini. C'est ça le problème. Quelle est votre part quelle est votre part dans la libération du Congo de demain? Donc, les gens sont, la critique est facile, mais quelle proposition réelle nous apportons? Et c'est là où nous, maintenant, nous devons créer un lobby dans lequel nous allons continuer cette pression, mais la pression ne va pas suffire. Il y aura d'autres étapes après les pressions. Hein, voilà. Oui, je terminerai par rapport à cet élément. En fait, j'ai vu que nous avons même abordé le problème de la résolution du Parlement européen. C'est que cette résolution-là, avant de la prendre, l'Union européenne a enquêté, a fait des observations et il se réfère à beaucoup de manquements du point de vue des droits de l'homme, du point de vue de la liberté de la presse, du point de vue de la liberté de manifestation, etc. Et partant de tout ça, l'Union européenne a décidé que le gouvernement en place devrait changer sa direction. Et pour compléter un peu Janon, en fait, l'Union européenne s'est référée à ce que nous, peuples, nous faisons. Exact. Et ça, on doit continuer, on doit faire davantage. Oui. Bon. Je renchéris parce que je crois que c'est l'un des sujets que vous avez choisi en tant que rédacteur aujourd'hui. Regardez la réaction de Lambert Mende. Qui aurait cru que le gouvernement congolais pourrait, 2-3 jours après, réagir? J'ai lu un peu dans la presse à gauche à droite, la plupart de nos confrères ont dit que pour une fois, Lambert Mende n'était pas orgueilleux. Ils ont senti un Lambert Mende prêt, abordable, prêt à aller dans le sens de la roue, et surtout oser dire qu'il y aura un respect de la Constitution. Qu'est-ce que cela voudrait-il dire? Est-ce qu'aujourd'hui Lambert Mende va-t-il à l'encontre de ce que Nanga a dit pour dire les élections dans 16 mois? Parce qu'il parle de respect de la Constitution, ça voudrait dire qu'ils sont à même, qu'ils ont les moyens pour organiser ces élections, 2, qui vont respecter le timing. Est-ce que Lambert, oui, vas-y, chante. Est-ce que Lambert Mende est-il en train, pourquoi cette réaction? Donc, pour ceux qui croient que les sanctions, et là, chapeau bas au Front citoyen, chapeau bas à tous ceux qui travaillent à la communauté européenne, on a vu la réaction, elle est claire. Lambert Mende, porte-parole, a fait une déclaration que j'invite les Congolais à les suivre, respect de la Constitution. Donc nous allons les prendre à leurs mots, nous, peuple congolais, nous qui sommes médias engagés pour une alternance en RDC. Donc je crois que le coup, c'est celui-là. Et je ne sais pas si ce que vous en pensez. Je crois plutôt que la pression doit continuer. Il faut que Kabila lui-même puisse se prononcer. Mende, on le sait, souvent il prend des initiatives tout seul. Kabila doit se prononcer clairement par rapport au respect qui ne va pas briguer les 3e mandats. Ça va rassurer tout le monde, ça va apaiser. Sinon, 2016, ça se voit, la tension va toujours monter. Ne soyons comme pas des dupes. Hein. Nous devons savoir que les paroles de M. Lambert Mende, c'est quelque part pour nous endormir.
Donc pendant qu'il est en train de dire Kabila va respecter la Constitution, ils sont en train de préparer des initiatives pour aller vers un référendum, pendant qu'ils vous disent oui, qui est constitutionnel. Ils vont vous trouver, ils vont vous dire c'est la Constitution. Oui, ils sont en train de chercher plus. C'est comme M. Mende, je suivais une vidéo où il disait que alternance ne faisait pas partie de la Constitution, et puis après on a retrouvé le mot alternance dans la Constitution. M. Lambert Mende ne fait que dire des choses pour protéger le régime. Mais là où je veux pointer du doigt quand même quelque chose d'important, c'est en disant ceci. Nous ne devons pas oublier aujourd'hui que les ennemis du Congo, c'est les Congolais. Exact. Ceux qui sont en train de vouloir que M. Kabila puisse se maintenir, moi je n'ai pas vu Jeannette Kabila, ni Zoé Kabila intervenir pour demander que Kabila puisse rester, ni Kabila lui-même. Aujourd'hui, ce que je m'aperçois, ce que je suis en train de voir, c'est que pour des intérêts égoïstes et personnels, des gens comme M. Bochard, des gens comme M. Mende, tous les moboutistes là reconvertis et revenus en kabilistes, aujourd'hui sont en train de faire le djalelo pour que Kabila reste, pas pour un meilleur du Congo, mais juste pour maintenir leur état de vie, leurs intérêts. Et aujourd'hui, nous disons, et je vais paraphraser ce qu'a dit un député congolais qui séjourne en France, je pense qu'on leur a laissé revenir. Le peuple a accepté qu'ils reviennent. Mais comme ils ont refait, et ils sont en train de refaire 2 fois la même erreur, je crois que cette fois-ci, ils seront pendus. C'est un peu fort. C'est mon point de vue. Un état de droit. Non, mais vous savez. L'état de droit ne dit pas qu'on doit être pendu. Exact. Moi, je rejoins Juger et puis ce que dit notre confrère, parce que ceux qui ont vu à Kinshasa, moi j'ai eu cette grâce-là de vivre les 2 pillages, j'étais à Kinshasa, de vivre le départ du président Mobutu, j'étais à Kinshasa, l'arrivée de l'AFDL, j'ai quand même vu pas mal d'événements, et je crois que ce que Jeannot dit n'est pas très loin de la vérité. Regardez ce qui se passe, hein, même la nature aujourd'hui. Regardons les derniers échecs du gouvernement Kabila. Ils ont essayé de nous faire une messe, prier pour le dialogue, le ciel leur est tombé sur la tête. Donc, vous savez, il y a tous des éléments qui sont en train de militer vers un réchauffement, un échauffement. Et même, je crains que même si demain Kabila se mettait devant la caméra pour dire « je ne suis pas candidat », d'ailleurs pour lui, ça risque d'être le départ, tout risque de s'effondrer parce que s'il se dit « je ne suis plus candidat », c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui a obtenu un sauf-conduit, peut-être une terre d'asile, où il va partir, mais où ira Mende, où ira Bochab, où iront toutes ces personnes, alors que les sanctions, je reviens à Pasteur Bobo, c'est là les sanctions, parce qu'ils quittent le Congo ou ailleurs, les sanctions vont les suivre partout. Donc ils seront terrés, on va bloquer les biens et coincés, parce que ce qu'ils ont fait au peuple congolais est inadmissible. Allez lire le rapport mapping de 2010, 600 pages, c'est extraordinaire. Oui, Henriette. Non, mais j'avais une réflexion, et cette proposition, je crois que j'ai entendu le sénateur à vie. Bon. Ça, c'est la Constitution qui le prévoit. Bon, Jeannette, moi je peux dire que j'aime cette proposition, je vous dis pourquoi, excusez-moi d'être cynique. Allez, vis-à-vis de quelqu'un qui a 40 000 hommes, qui a des armes et qui a un comportement difficile, qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien devant? Il faut lui proposer quelque chose et puis après, bon, on verra ce qu'on verra. Je rappelle qu'un politicien congolais a eu à connaître les mêmes garanties. Quelque temps après, il est passé en prison. J'espère que nous parlerons de lui tout à l'heure. Et je peux dire la même chose pour le Libéria aussi avec Charles Taylor. Il avait aussi eu des garanties. Et puis après, on sait ce qu'il en a suivi. Kabila le sait pourquoi il s'entête. Et nous avons eu la même chose aussi avec, au Mali. Le général Sanego, vous vous souvenez, le sinistre mémoire. Aujourd'hui, ce monsieur croupit en prison. Mais pourtant, il était devenu général à vie, intouchable. Mais après, quand Kabila n'est pas con. Il sait très bien qu'une fois qu'il n'est plus au pouvoir, il sera poursuivi. C'est tout ce qu'on peut lui offrir. Évidemment, il a le choix. Tu ne fais pas les élections, ben, oui, bon, je pense que nous avons une dizaine de points à l'ordre du jour. On a parlé de la résolution du Parlement, on a parlé de la réaction de Mende. Ah oui, il y a le G7 à Lubumbashi qui a... Abraham, tu as un élément sur le G7? Bon, je peux dire que tout le monde a vu... Il y a une grande question qui revient. Le G7 à Lubumbashi, ok, mais on a vu Moïse Katumbi avec le G7.
jusqu'à présent, beaucoup de gens se posaient la question de savoir quelle était la position de Moïse Katumbi. J'ai lu certains confrères dire que le G7 a rejoint Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y aura-t-il une déclaration dans ce sens-là? C'est une remarque, j'attends confirmation. Mais ce que je relève, c'est que le G7 a eu à subir les pressions de la police. Je crois qu'ils ont commencé dimanche, ils devaient aller à l'église, l'édifice était entouré de la police. Ils ont essayé de faire une marche au travers de la ville, la même chose. Donc ils étaient sous très haute pression. Et ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils étaient contre cette pression qu'on leur mettait sur le dos. Ils se sentaient en insécurité et on fait cette déclaration que j'invite les Congolais à lire, je ne sais vous la lire dans la globalité. Mais une chose est sûre, pendant que le G7 était à Lubumbashi confronté sur le terrain, il y avait nos autres amis qui faisaient un travail dans d'autres villes et tout ça. Donc je retiens une chose, c'est qu'il y a une volonté ici du G7, et comme l'a dit Jeannot, je ne vais pas les juger, quoique ils viennent à peine de rejoindre l'opposition. Certains d'entre vous connaissez ma position par rapport à ce G7. Je leur demande de nous apporter des preuves qui sont réellement des opposants, parce que certains d'entre eux ont eu à militer pour ce que nous voyons aujourd'hui. S'il n'y a pas élection, le G7 en est partie prenante. Ils ont été parmi les stratèges qui ont fait ce travail. Bon, nous espérons qu'ils vont se dédouaner et nous donner les éléments qui permettraient que demain on puisse dire finalement, cher monsieur du G7, nous vous accueillons à bras ouverts. Pour moi et pour Code 243, il y a un peu de suspicion jusqu'à ce qu'ils puissent délivrer la bonne attitude. Bon, moi, la chose que je peux dire par rapport à ça d'abord, c'est que aujourd'hui, si nous voyons les vraies forces qui font paniquer M. Kabila, je pense qu'on peut parler du G7. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une maison, ceux qui savent comment faire effondrer cette maison, c'est ceux qui habitent cette maison. Exact. Et aujourd'hui, le G7 a quitté. Donc le G7 est une opportunité pour tous les opposants au régime de M. Kabila de les accueillir et de travailler avec eux. Tant qu'aujourd'hui, ces gens parlent pour le départ de Kabila, ces gens-là, je pense que nous devons les considérer comme nos alliés. Nous les considérons, nous attendons plus de preuves simplement, cher ami. Plus de preuves, le problème c'est que le temps passera et vous n'aurez jamais aucune preuve. C'est que ces gens continueront, comme j'ai dit au début de l'émission, à faire ce qu'ils ont à faire. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens souvent qui passent leur temps à juger les autres en disant « Ah, mais Bango, ça la boue. » Mais pendant que Bino Bozo, vous les critiquez en disant « Eux, ils font ceci », eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Et si demain, ils doivent se retrouver au gouvernement ou n'importe quoi après la chute de M. Kabila, ils seront là et personne ni rien ne pourra les en empêcher parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire. À nous de faire aussi ce qu'on a à faire pour, par exemple, un état de droit, pour que voilà, des gens qui ont une certaine responsabilité puissent répondre devant peut-être le peuple ou devant la justice. Et c'est là que nous allons avancer. Mais si maintenant, chaque allié potentiel que nous pouvons avoir, nous leur pointons du doigt, nous faisons une erreur, c'est que nous affaiblissons nous-mêmes, en tout cas pour le moment. Ce que je voulais dire par là, c'est que imaginez en 1980, et puis je vais vous donner la parole, imaginez en 1980, Étienne Tshisekedi qui quitte M. Mobutu. Il y avait sûrement une certaine opposition. Je peux le dire parce que... Mais les moulélistes, les lumumbistes qui disent non, Tshisekedi a aussi approuvé Bissot. Le problème, c'est que le temps nous dira. Mais pendant que le temps nous dira, il faut, quand on a des potentiels alliés, qu'on les mette en condition pour que ces gens, demain, ne puissent pas retourner chez M. Kabila, parce que chez nous, ils auraient trouvé qu'en fait, il n'y a rien, c'est mort, il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'intellectuel avec qui on peut faire avancer. Maintenant, je reviens en 80, tu étais peut-être plus jeune. Oui. En 80, lorsque Étienne Tshisekedi rentre dans l'opposition, lorsque vous étiez dans la ville de Kinshasa et que vous vouliez parler politique, on vous disait faites attention. Il a fallu qu'Étienne Tshisekedi fasse ses preuves. Ses preuves ont été les multiples arrestations, les brimades de ses collègues, les renvois au village. C'est ça qui a fait de lui cette notoriété. Personne ici, ni même Code 243, disons non au G7. Mais nous demandons simplement que lorsque les personnes changent de camp, qu'il y ait au moins cette humilité de venir, pas en donneur de leçons, mais de venir et de s'accoupler. Et je peux relever des cas. Le G7 à peine arrivé veulent aujourd'hui qu'on ait un candidat unique. On se pose la question, mais attendez les amis, venez un peu trop vite là. Quel est ce candidat unique que vous nous gardez dont on ne connaît pas encore le nom? Allons-y d'abord avec des actions claires.
L'autre question qu'on peut se poser, pourquoi le G7 seul à Lubumbashi et les autres partis d'opposition, pourquoi ne sont-ils pas? Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? Le G7, la dynamique, le Front citoyen, et l'UDPS qui est d'un côté. Nous militons pourquoi? Pour que toutes les forces se fédèrent et que les actions soient des actions d'ensemble. Regardons ensemble qu'est-ce qui s'est passé avec la ville morte. C'est quand toutes les forces se sont mises ensemble aujourd'hui. Lorsque le G7 va de son côté, prend une décision, pendant que les autres sont de l'autre côté en train de faire autre chose, c'est un peu cette cacophonie-là qui ne nous aide pas. Moi, j'invite mes amis, collègues du G7, et je vous l'ai dit dans d'autres cadres, ce que nous aimerions voir, c'est des preuves de ce travail-là. Quand un homme change d'équipe, même quand prenons un exemple, vous partez d'une grande équipe de Madrid à Barcelone, on doit vous tester, on doit s'assurer que votre condition physique est bonne avant de vous mettre dans le jeu si vous rentrez dans le jeu. Donc ici, on ne botte pas, personnellement, je ne botte pas sur le G7, mais je demande plus de preuves et surtout beaucoup d'humilité. Nos amis, vous venez d'arriver, dites-nous qu'est-ce qui a été prévu dans ce mécanisme, par quoi vous avez joué pour qu'il y ait glissement, parce que la majorité d'entre vous, vous avez démissionné au mois d'octobre 2015. Et surtout que le G7 n'a pas d'ambition présidentielle. Parmi eux, il n'y a personne qui a des ambitions présidentielles, mais on a plutôt Moïse Katumbi qui s'est G8. Oui, donc il y a Moïse Katumbi qui a des ambitions et qui le G7, leur poulain, leur candidat, de plus en plus, ça se voit que c'est Moïse Katumbi. Mais en 2011, souvenez-vous en 2011, qu'est-ce que la communauté internationale? Parce qu'il faut voir une chose, la communauté internationale n'est pas l'amie du peuple congolais, mais elle défend plutôt ses intérêts et elle cherche à garantir ses intérêts. Alors, en 2011, souvenez-vous, il nous avait lancé ce mot. Nous demandons à l'opposition de se mettre ensemble pour battre M. Kabila. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, quelque part, je comprends un peu cette initiative du G7 sans les défendre pour autant, en disant ceci. C'est que, au lieu de faire le jeu de M. Kabila, parce que M. Kabila peut dire demain où il y a élection, et si on n'est pas prêt, est-ce que maintenant, on va nous présenter par exemple un Milan? Je donne un exemple, je suis juste dans un scénario, je ne dis pas que c'est la réalité ni ce qui va se passer. Monsieur Minakou est là, nous avons 24 candidats de l'opposition. Et nous savons que chez nous, ça se passe à un seul tour. On peut nous sortir que M. Minakou a fait 20%, M. Tshisekedi a fait 18%, M. Kamer a fait 17%, M. Tel a fait 15%, M. Katumbi a fait 13%, et Minakou est devenu président. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pouvoir va rester au régime en place. Et on n'aura rien. On n'aura pas avancé et on n'aura fait que légitimer un régime que nous sommes en train de combattre. Mais j'annonce des élections crédibles au Congo, l'opposition va gagner. C'est pour ça que je dis dans le jeu des Occidentaux, dans le jeu des Occidentaux de la communauté internationale, ne partons pas en rang dispersé. Allons avec un homme, qui que ce soit. Nous ne devons pas avoir peur. Si c'est la volonté du peuple, il faut être sûr de soi, accepter aussi d'aller dans ce challenge-là et qu'on puisse choisir de manière, bien sûr, ouverte, sans que ce soit de manière avec des tricheries ou quoi que ce soit, que tout le monde, on vienne vraiment et que ce soit de manière convenable, qu'on choisisse un candidat unique. Ça, oui, si ça se passe en bonne et due forme. Mais si... Mais il vient à peine de quitter le pouvoir. Non, moi j'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu que le G7 puisse soutenir, par exemple, Etienne Tshisekedi. Il veut l'imposer Moïse Katumbi aux autres. Ça, je comprends, mais le problème... 5 mois après avoir quitté la mangeoire. C'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est ceci. Ces gens, ils viennent avec des ambitions. Ils viennent avec des initiatives. Ce que je dis et que j'ai répété au début de cette émission, rien ne nous empêche, nous, qui sommes dans l'opposition, d'autres depuis 35 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 4 ans, depuis 1 an, depuis 1 mois, 3 mois, de prendre aussi des initiatives. Vous avez juste des gens qui arrivent et qui se mettent ensemble, qui partent pas en ordre dispersé, qui sont disciplinés. Alors nous aussi, nous devons montrer. Mais nous, on brille par quoi? On est en train de briller par les disputes, les querelles, et c'est toujours comme ça. Si ce n'est pas M. Kamer qui se dispute avec M. Fayoulou, si ce n'est pas M. Fayoulou avec Nemwanda Ntsemi, et c'est la cacophonie. L'opposition doit apprendre déjà à parler d'une seule voix. Pour le moment, ce que je vois, c'est que le G7
sans n'être d'accord nécessairement avec eux, c'est des gens qui viennent avec une certaine discipline. Et où est notre opposition qui doit aussi montrer cette discipline et cette initiative? Ils ne sont pas là. C'est des suiveurs. C'est ça la vérité. Non, mais Jeannot, je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que ce n'est pas prévu, si vous permettez. Ça fait 30 minutes hein, qu'on a parlé. Il reste 5 points. Oui, nous allons y arriver, mais ce que je voudrais dire, Jeannot, là-dessus, c'est important. Vous savez, l'ancienneté dans toute chose, ça préconise. Aujourd'hui, personne, je ne crois pas, j'ai relevé le cas du G7 ici, je crois que ce sont des personnalités que nous tous nous connaissons. Je ne vais pas aller dans les débats pour voir le poids démographique du G7, mais lorsque vous regardez les grands ténors, majoritairement, ce sont des personnalités du Katanga. Et avec quelques-unes, peut-être de l'Équateur, c'est ce que cela représente. Bon, avec Olivier Kamitatou. Voilà, avec Olivier Kamitatou, mais le moindre. L'important ici, c'est que nous cherchons une certaine cohésion. Et certaines démarches qui ont été, je ne suis pas le seul lorsque je lis la presse, ont été un peu mal perçues. Hein, certaines démarches qui sont, c'est vrai, avant-gardistes, qui sont honnêtes de la part de nos frères, je dis, ils doivent glaner et gagner leur galon dans l'opposition. Que nos frères comprennent que s'il y a un certain doute au début, qu'ils le prennent pas mal, mais qu'ils donnent des preuves par leurs actions. On va le sentir, on va le voir arriver, et on se dira, mais oui, effectivement, ces messieurs sont avec nous. Je vous donne un cas. Le G7 dit, on ne va pas au dialogue. Puis, le G7 revient et dit, il nous faut une conversation entre le pouvoir et l'opposition. Dites-moi où est la différence. Donc il y a eu une certaine... Je ne donne que cet élément-là. Pas plus tard que ce week-end, je ne fais pas le procès du G7, mais je relève certains points. Ils ont demandé qu'il y ait la refonte de la CENI. Que l'on change la direction de la CENI. Et je reviens pour dire, mon cher ami Jeannot, il n'est pas dit que nous allons aller avec des élections avec un seul tour. Je prie Dieu que demain, lorsque nous allons arriver à bloquer M. Joseph Kabila pour son 3e mandat, qu'on puisse penser à ce que nous revenions à 2 tours au présidentiel, parce que demain, le danger, c'est que le Congo risque d'avoir un président qui aura 15%. Et ça, ce sera un président minoritaire, il n'aura aucune assise sur toute la République, et ça risque d'être un président élu rien que par ses amis ou sa confrérie. Mais dans la situation actuelle de la RD Congo, il est impensable d'avoir des élections à 2 tours. La constitution actuelle, c'est 1 tour. Si vous voulez 2 tours, permettez à Kabila de changer la constitution. Et si vous lui permettez de changer la constitution, il ne changera pas que ça. Bon, l'article 228 est verrouillé, mais si on peut parler... Est-ce que changer la constitution, cet article-là, on peut le changer? Non, c'est-à-dire pour changer, pour rentrer de 1 tour à 2 tours, il faut que le Parlement le fasse. Le Parlement peut le faire, mais le Parlement, c'est 80% des gens acquis à Kabila. Et si vous ouvrez la brèche, Dieu seul le sait, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre dedans. Je peux vous dire quelque chose? Oui. On a tendance souvent à oublier un point très primordial, c'est le suivant. Quand vous regardez bien au Burkina Faso, au Sénégal, et dans d'autres pays, je dirais même pour changer, la Libye, c'est des pays où ceux qui sont revenus au pouvoir, c'est des gens qui avaient quitté à la dernière minute les régimes en question. Ce que aujourd'hui, quand je ne défends pas le G7, mais ce que je veux, j'attire l'attention pour vous dire ceci. La communauté internationale, c'est un couteau à double tranchant. Dans quel sens? Si la communauté internationale voit qu'au Congo, on n'est pas prêt à sortir un leader. Attendez, maman. Parce que c'est une analyse que vous allez peut-être me contredire. Oui, il y a des leaders, attendez, allons doucement. Pas les leaders que vous me dites là, des leaders de 4% ou 8% dans les élections. Attends. Écoute ce que je veux dire. Non, écoute ce que je veux te dire. Allons doucement. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi dribbler la personne qui est déjà là? Allons doucement. Etienne Tshisekedi Wamulumba a gagné les élections en 2011. Est-ce que vous en êtes conscient? Mais M. Etienne Tshisekedi n'a pas eu le soutien de la communauté internationale. Et c'est là où je reviens encore une fois pour vous dire que le jeu de la communauté internationale, c'est celle où les Congolais doivent montrer qu'ils peuvent être unis, parler d'une seule voix et réussir entre eux à se mettre ensemble pour sortir un seul candidat. Ou sinon, on risque de nous retrouver comme au Rwanda, comme au Congo-Brazza, et je vais vous dire
le scénario qu'il y a au Congo-Brazzaville. Mais attendez, non, c'est que tu n'as pas jeté l'éponge, Jeannot. Je vous écoute, Jeannot. Donnez-moi 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes. Que je termine quand même ce que je disais, sinon... Oui, vas-y, comme ça on va conclure et puis on passe je vous ai sorti une analyse aux deux derniers points. Mon analyse. Sinon, il faut qu'on commence la démocratie par nous-mêmes ici. Oh, on est très démocrate, hein. On va passer au vote. Je répète ce que Ok. Avant que madame parle et que je termine, sinon... Oui, en mode démocrate. Allez-y. Je dis ceci. Au Congo-Brazza, il n'y a pas de pression contre M. Sassou Nguesso parce que justement, l'opposition n'a pas réussi à se mettre, à montrer, à sortir un leader derrière lequel tout le monde va suivre. Et vous allez voir, M. Sassou Nguesso va rester en place et regarder la même façon, mais là c'est d'autres circonstances. Comme par exemple, attendez, comme en 2011, au Rwanda, quand on regarde au Rwanda, parce que vous voyez, tout le monde, les rapports le disent que M. Kagame est un sanguinaire, un tueur et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi la communauté internationale ne va pas l'enlever? Mais tout simplement parce qu'à côté de M. Kagame, il n'y a aucun visage qui n'émerge. Maintenant, ce qu'elle veut, la communauté internationale, pour revenir à ce que vous me dites, pourquoi pas M. Etienne Tshisekedi, mais vous avez totalement raison. Ce que je dis, et le conseil que je peux donner à l'UDP, c'est qu'il faut que maintenant M. Tshisekedi montre que c'est lui le rassembleur. Parce que si M. Tshisekedi ne montre pas qu'il est rassembleur, et qu'on fasse l'erreur qu'on a fait en 2011, d'aller dans des élections dans lesquelles l'opposition n'a pas pris un candidat unique, eh bien, la communauté internationale... Attends. Bon, je pense que ce sujet-là, il est possible qu'on le poursuive dans notre prochaine émission. J'ai oublié de dire à Jeannot, oui. Tant que Tshisekedi Omon Baki a gagné les élections présidentielles 2011, n'a pas jeté l'éponge pour 2016, il est valable pour être le représentant ou le candidat de l'opposition. Chercher à manœuvrer ou à contacter d'autres personnes, ça sont des manœuvres. Donc, il y a eu fraude aux élections 2011, c'est vrai. Tshisekedi avait gagné des élections, mais il a vu des Kengo, il a vu les autres. Est-ce que M. Tshisekedi a exercé le pouvoir? Non. Il n'a pas exercé. Bon, il reste 5 minutes. Tu vas monopoliser. Bon, Jeannot, sans te couper la parole, je pense qu'il reste 5 minutes, il reste encore 5 sujets. On est, chers téléspectateurs, nous savons que vous êtes tout aussi emballés que nous par rapport à ces problèmes de G7. Qui du G7 ou des GDP sera le candidat unique? On y reviendra avec force de détail. Et permettez-nous de parler de deux, trois problèmes qui restent. Il y a par exemple les élections des gouverneurs qui auront lieu le 26. Et puis il y a Bemba qui... Tu as fait un super papier d'ailleurs sur ces élections. Oui, je peux donner quelques éléments là-dessus si vous le permettez. Effectivement, le 26, la CENI a prévu des élections. J'ai lu aussi ce papier que vous avez écrit très bien. Et vous pouvez le donner. la CENI est en principe indépendante. La CENI n'a pas un calendrier global des élections. L'urgence pour les élections est ces élections de gouverneurs. Mais il y a pire. Dans mon article, j'ai relevé un point important, c'est que quand il y a élection, on parle d'élection quand il y a un corps électoral. Qui va élire ces gouverneurs? Ce sont les députés provinciaux. Quand est-ce qu'ils avaient été élus, eux? En 2006 et installés en 2007. Et en 2012, leur mandat était terminé. De 2012 à aujourd'hui, ils sont là et on leur donne... Ils sont dans le glissement. Oui, c'est pire que le glissement. Mais on leur donne la possibilité... Oui, vraiment. En tout cas, tous les mots dans ce sens-là, on peut leur accorder. Maintenant, est-ce que nos partis qui se disent de l'opposition, est-ce qu'ils ont raison de présenter aussi des candidats là-dedans? Parce que finalement, des gens qui n'ont pas mandat, qui élisent, c'est violer la Constitution. Exact. Comment est-ce que nous pouvons demander à Kabila de ne pas violer la Constitution, alors qu'en même temps, on est avec lui pour élire des gouverneurs en violant la Constitution? Ça, c'est un problème sérieux qui se
nos... Mais allez droit au but, parce que dans Oui. votre écrit, vous parlez très bien et vous reprochez. Oui, j'ai reproché. Je veux que vous puissiez le dire clairement. Parce Oui, que je vais le dire clairement parce qu'il est déjà comme on est écrit. ici, dans ces élections, moi, je n'ai pas vu l'UNC, Oui, je n'ai pas vu l'UDPS. ouais. Alors maintenant, je suis étonné de voir les gens de la majorité, de voir les gens du MLC et de voir les indépendants. Donc, essayons de débattre par rapport à ça. Non. Moi, Oui. j'irai même plus loin pour vous compléter. Oui. Attention, vous savez, il faut qu'on fasse une étude. Je crois que la majorité des partis d'opposition ont donné des candidats. Peut-être on ne le sait pas. Des candidats indépendants. Ils ont Oui, changé oui, de stratégie. Ils ont changé de stratégie. Des indépendants Mais, au Caméré, regardez au UDPS. le cas José Makila et MLC. C'est un cas probant. Donc, je crois que du point de vue stratégie, là, je vous complète, il n'y a pas que le MLC qui est sorti en exergue. Si on fouille, on risque de découvrir d'autres partis. Bon, maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Selon la scène politique congolaise, certains diront la politique, la chaise vide n'est pas bonne. D'autres vont vous dire il ne fallait pas rentrer. C'est question mark. Mais alors, quid du respect de la Et Constitution? maintenant, Exact. je veux dire autre chose. Oui. Parce que vous avez écrit quelque chose de très bien et je m'étonne là, vous n'avez pas à le défendre. Moi, je dis ceci. Nous savons que les députés provinciaux, je crois Oui, que c'est eux oui. qui vont voter. Et nous savons que ceux, par exemple, de l'Équateur et ceux de Kinshasa Oui. sont majoritairement ceux du MLC. Oui. Mais étonnamment, en 2007, je crois, lors de l'élection, c'est M. Kimbuta, qui est de la majorité, qui a été élu par les députés du MLC. Et Oui. comme vous avez dit, il faudra que cette fois-ci, ces mêmes députés qui étaient corruptibles en 2007 ne Ne puissent le pas soient être plus. corruptibles. Mais ce n'était pas et que- de l'Équateur, c'était les les députés de l'Union pour la Nation. C'était pas de l'Équateur. Non, c'est-à-dire, il dit la province. Kimbuta a gagné Kinshasa. Non, C'est il y avait le plus de députés Non, Kim, à c'est- Kinshasa et à l'Équateur. À l'Équateur et à Kinshasa, le MLC était en bonne position pour Le avoir le MLC, vous avez par exemple Oui. 10 députés sur Kinshasa, plus que ceux de la majorité. Exact. Mais pendant l'élection, la Oui, majorité qui n'en a que deux Oui. réussit à imposer M. Kimbuta. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il y a eu. Et non, mais encore mieux, l'histoire. encore mieux. L'histoire de 2007. Ça veut dire que les gens d'une même famille et qui sont majoritaires n'ont pas réussi à se faire élire. Alors on sait qu'il y a Avec une les main leurs. noire derrière. Et c'est ça que, Et dans maintenant l'écrit de M. Chefita, il ne faudrait pas que nous puissions reproduire la même erreur cette fois-ci. Exact. Vous savez, En fait, est-ce que l'argent ne va pas circuler cette fois-ci? L'argent C'est ça le Ah, problème. déjà, Les Congolais aiment l'argent et c'est ça notre problème. Donc, Non, c'est tous les pays. C'est pas C'est pas que c'est pas ça. Il y a pas de- c'est pas au Congo. Mais est-il qu'il Oui. faut être solide pour ne pas se laisser faire. vous êtes solide, nous on est solide, je Ah suppose. oui, bien sûr, bien sûr. Et vous C'est pour savez, ça que il n'y nous a, avons pas- fait. il y a pas beaucoup de pays dont leurs fils ont vendu leur pays aux voisins. Il n'y a pas beaucoup de pays. Si vous pouvez m'en donner 4 ici, je quitte l'émission. Mais je vous dis qu'il n'y en a pas. Depuis l'histoire d'Hitler, il y a peu de pays qui aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui... Jeannot, excuse-moi, je voudrais t'arrêter parce que là, tu coûtes à l'extérieur. Lorsque tu vas dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays où les gens ont vendu, mais tu te contredis dans ton argument. Ton argument dit quoi? Ok. Que c'est la communauté internationale qui impose. Dites-nous, nous étions Qui congolais. impose quoi? Attends, laisse-moi terminer. Moi, j'ai pas dit ça. Faut pas dire ce que j'ai dit. Attends, laisse-moi terminer. Il faut, voilà, je vais essayer de reprendre, il faut être en phase avec la communauté internationale. Tu as donné l'exemple de 2011, pourquoi la communauté internationale n'a pas remis. Et ça, c'est un peu étonnant parce que je pourrais te dire qu'en 2006, je reviens un peu, tout le monde était derrière Jean-Pierre Bemba, candidat de l'opposition. Jean-Pierre, qui a également eu, certains disent qu'il avait gagné ses élections, le pauvre n'a pas été déclaré président. Je dis bien pauvre. 2011, on a vu ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous n'allons pas essayer ici de créer quelque chose de nouveau. Nous savons dans quelles conditions Mobutu a été chassé. Nous savons comment ce nouveau pouvoir, la FDL, qui a été dépeint par qui tu sais comme c'est, que les Congolais aient des collabos aujourd'hui. Je crois que les collabos, ce n'est pas nouveau. Le Congo n'est pas le seul pays. La France en a eu. D'ailleurs, ce terme que nous utilisons de collabo aujourd'hui, voilà, vient de cette France. C'est pour ça que Et je c'est dis ça, depuis oui. le temps d'Hitler. Et d'ailleurs, ce que je dis par rapport à ça, c'est pas que j'en fais une reproche personnelle. Ce que je dis, pourquoi est-ce que M. Tshisekedi, peut-être quand vous dites oui, M. Bemba a été élu en 2006, on est d'accord. Mais la vraie question, c'est pourquoi M. Bemba, qui a gagné les élections en 2006, n'est pas devenu président. La cause est toujours la même. C'est la même cause qu'on retrouve en 2006 qu'on retrouve en 2011. Ok. Bon, on s'est convenu, Jeannot, on s'est convenu, ce problème-là, on le mettra en premier point On va à une éviter le prochaine G7. élection.
On va éviter le G7. Oui, mais je pense qu'on peut continuer sur Bemba. Sur Bemba, maintenant dans l'actualité. Oui, l'actualité de Bemba. Donc, Jean-Pierre Bemba, le dossier de JPB. Donc, il est incarcéré au tribunal pénal international. Il est le président du mouvement MLC. Alors, il est donc aussi sénateur congolais. Il a dû prendre la fuite suite au tir de bombard. Il a été bombardé par Kabila en pleine réunion avec d'autres... Avec 15 ambassadeurs. Voilà. Donc la CPI rendra le verdict ce 21 mars, comme le souligne Jeune Afrique. Alors après 8 ans d'incarcération, donc 8 ans de prison, quelles sont les chances de sortie de Jean-Pierre Bemba pour vous? En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Non, moi, personnellement, j'y crois. Je crois que justice sera faite. Et là, je me pose, je voudrais rappeler à tout un chacun ce qui a été dit. Pourquoi un jour, Jean-Pierre Bemba a-t-il déclaré au effort, j'ai accepté l'inacceptable? Je crois que les analystes de l'époque, en 2007, disaient qu'il y avait un deal. Aujourd'hui, à 5, 6 mois des élections, Jean-Pierre Bemba n'est-il pas la carte de l'Europe contre la carte américaine dont je tais le nom pour l'heure, pour ne pas avoir des preuves? On parle d'une personnalité politique en RDC qui a des grands appuis aux États-Unis, qui a fait un lobby très très fort. Est-ce que l'Europe n'est-elle pas là en train de vouloir embrouiller un peu les cartes avec Jean-Pierre Bemba pour aussi peser sur l'échiquier politique à l'heure actuelle? Imaginez le retour de Jean-Pierre Bemba Bombo, que l'on connaît homme fort, homme de poigne, qui a eu hier aussi à avoir une armée. Est-ce qu'aujourd'hui, essayez d'imaginer Jean-Pierre Bemba qui termine son tiré de prison, son retour à Kinshasa, ce serait quoi? Souvenez-vous, en 2006, la marche de Jean-Pierre Bemba de Ndjili au stade du 20 mai avait créé un émoi. On a cassé des églises, à propos d'églises, parce que on a cassé des églises et Kinshasa avait bougé. Je me souviens d'avoir entendu le peuple dire « Banda Moussala lundi », avant même les élections. Donc, nous avons, et personnellement, je crois, que Jean-Pierre Bemba, qui a écopé des sanctions ici, parce que je l'ai défugé à le défendre, je me dis, il n'était pas au contrôle de l'armée qui avait traversé, parce que l'armée était entre les mains d'autres personnes. Vous avez entendu tous les scandales, les subordinations de témoins et tout ça. On se rend compte que ce dossier est vide. J'espère de tout cœur que Jean-Pierre Bemba Bombo sera déclaré innocent et qu'il sortira le 21. Et ça pourra bousculer très sérieusement l'échiquier politique en RDC qui pour l'heure est un peu déséquilibré. Bon, en 30 secondes, Jeannot, parce qu'il reste plus que 3 minutes. Monsieur Jean-Pierre Bemba n'avait pas quitté le Congo de manière normale. Monsieur Jean-Pierre Bemba a dû être escorté pour s'enfuir du Congo. Exact. Et n'oublions pas qu'il y a encore sur sa tête, ça pèse des poursuites par rapport aux attaques qu'il y avait eu à Kinshasa. Par qui? Parce que Jean-Pierre Bemba est payé comme sénateur. Non, il est payé comme sénateur. Nous avons vu pour moi, aujourd'hui, M. Kamere a des poursuites avec Mme Wivine Molika. Je veux juste dire, nous connaissons les leviers que utilise le gouvernement congolais quand ils ont un ennemi. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba, dont on a décimé l'armée, même s'il est rentré au Congo, il suffit qu'on le prenne, on l'amène à Makala. Qui va faire quoi? Poutino était rentré, on l'a mis à Makala, il a terminé avec un AVC. Et puis, en lisant Cheikh Fita, on peut aussi comprendre que pourquoi le MLC joue les jeux. Souvent, il joue les jeux avec le pouvoir. Ce n'est pas un deal sécuré entre le MLC et le régime, c'est possible. Et le régime. Et autre chose, ne réduisons quand même pas. Un chantage caché, si vous osez, on va activer. Au niveau de Coutinho, ce serait quand même malheureux. Jean-Pierre Bemba, un parti politique, et les dernières... Attends, je termine. Lorsque je crois que c'est la MONUSCO a sorti son rapport sur les grands partis, l'MLC arrivait en 2e position. Derrière, juste après l'UDPS. UDPS, MLC, UNC. Donc, je crois que ce parti a quand même, aujourd'hui, a toujours ses militants. Et en tant que patriote, et là j'espère que l'opposition tout entière
comme elle est aujourd'hui engagée à défendre les Jean-Claude Mouyambo et d'autres qui sont en prison, si demain, par hasard, Jean-Pierre Bemba rentre au pays, s'il se fait prendre, j'espère que même les combattants et les autres vont se lever pour dire moi Namboka. Si Bemba sauté, c'est sûr que ça va bouger les choses. Vous oubliez juste une chose. La période de M. Jean-Pierre Bemba, le problème est le suivant, c'est que il était le seul candidat à l'époque parce que M. Etienne Tshisekedi avait refusé. Donc c'est pour ça qu'il avait le monopole. Aujourd'hui, les choses ont changé. Exact. Ça veut dire qu'il y a des leaders qui sont sortis. M. Kamer, est-ce que vous croyez qu'il va rester regarder M. Jean-Pierre Bemba? Est-ce que M. Diomi, Fayoulou, ou M. Etienne Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, M. Katumbi, je veux dire, les leaders, ils sont là. Aujourd'hui, en fait, l'Équateur était orpheline d'un leader. Aujourd'hui, si M. Jean-Pierre Bemba sort, en fait, l'Équateur qui n'avait plus de leader va retrouver juste un leader. Ça sera juste une province comme et dans Kinshasa aussi. le Congo. Et Kinshasa, ça sera difficile. Chers confrères, je pense que mais Bemba fait peur. la réalisation nous signale qu'on n'a plus que 2 minutes. Alors, pour clôturer en beauté, nous pouvons laisser Madame Bomboko clôturer avec un élément et puis on va peut-être rémunérer ce qu'on aurait pu, donc entamer. Voilà, donc notre voisin, le président José Eduardo dos Santos, a déclaré qu'il ne va plus se présenter, donc son mandat va se terminer en 2018. Et je trouve que c'est un très bon exemple parce qu'il est là quand même depuis 1979. Je crois que c'est le président qui a fait aussi une longue durée. Donc depuis 1979, je crois que quand même, il va partir en beauté. Donc exemple à suivre. Exemple à suivre. Suivez mon regard. Il aurait dû le faire maintenant, mais il attend 2018. Jean-Baptiste Plaka. Oui, en 20 secondes, Jeannot. Très bon plan, c'est qu'il disait pourquoi seulement en 2018 et pas en 2017, parce que son mandat prend fin en juin. Et il nous a dit que peut-être c'est le temps de préparer un dauphin et que le système demeure. Et en même temps, bon, voilà, 2018, est-ce que c'est pas pour qu'il marque ses 40 ans aussi, parce qu'il aura fait 40 ans en 2018, donc il y avait plusieurs analyses qui étaient très bien faites. Bon, mais en tout cas, je sais juste une chose, c'est que nos interlocuteurs vont être déçus que l'émission se termine, parce que justement... Bon, l'émission se termine, d'abord c'est une première émission, et puis on est au service des réalisateurs qui a le chrono, qui ne peut pas aller au-delà. Et donc, première chose, nous nous excusons de devoir pratiquement atterrir en catastrophe, mais ce n'est qu'une partie de remise. Les hommes des médias, les femmes des médias qui sont avec nous aujourd'hui ici seront là de nouveau la semaine prochaine et on va scruter davantage l'actualité. Et en toute dernière minute, certains de nous ont été couvrir la marche des combattants. Nous aurons des éléments sûrement sur nos sites. Et enfin, il y a Boni Aïe qui est parti et bien parti. Et donc, nous aussi, nous partons pour aujourd'hui en espérant vous revoir sous nos caméras la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les médias de notre réseau. Et ceux qui aimeraient nous rejoindre, on est en train de préparer les textes qui conviennent pour que cela se fasse et qu'on soit le plus nombreux possible pour être fort et pouvoir mieux nous faire entendre. Et nous vous remercions pour l'attention, nous remercions surtout notre réalisateur Gérard Kanabassaou, sans qui ces images ne seraient pas arrivées chez vous.